Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir et merci beaucoup à tous et toutes les organisateurs. C'est vraiment deux journées très chouettes. Moi, je vais vous parler de l'autre direction. Je vais vous parler de la confiance dans la science aujourd'hui et je pense que c'est un peu une question pour vous motiver qui nous concerne tous et toutes. Et la grande question que je me pose dans la recherche, et on ne verra probablement pas une réponse super satisfaisante, mais au moins une réponse, pourquoi est-ce que les gens font-ils confiance à la science? Là, c'est bon. On commence par contre avec une question qui est peut-être un peu plus pertinente pour vous, qui est déjà de base pourquoi est-ce que moi je devrais m'intéresser à cette question. Et je pensais mettre un peu d'actualité dans cette présentation. La confiance dans la science, c'est vraiment un facteur nécessaire pour plein de trucs qui peuvent être très applicables aux politiques publiques. Par exemple, si on veut faire du changement climatique un sujet de politique publique prioritaire, bah alors il faut faire au moins un peu confiance aux scientifiques qui disent qu'il y a du changement climatique. Et douloureusement, on a dû voir récemment qu'il n'y a probablement pas beaucoup de gens qui prennent ça très au sérieux. Aussi, lors d'une pandémie, par exemple, la confiance dans la science elle est cruciale parce qu'elle peut jouer sur la décision de se faire vacciner ou non, et elle peut donc être décisive sur une question qui décide sur la vie ou la mort. On peut également s'appuyer sur les données pour démontrer que c'est quand même un truc important, cette confiance dans la science. Ça, c'est une étude très large qui a été menée par des économistes tout au début de la pandémie Covid. Et les auteurs trouvent que les gens dans plusieurs pays, 12 pays en fait, plus que les gens disent qu'ils font confiance à la science, plus ils ont l'intention aussi de se faire vacciner. Ça, c'était à un moment où il n'y avait pas encore la possibilité de se faire vacciner, du coup, ils n'ont pas pu demander ça. Et aussi, ces gens qui font plus confiance dans la science, ils ont plus tendance à se conformer aux restrictions imposées par le gouvernement pour justement prévenir comment on dit, la transmission de la maladie, c'est-à-dire le port de masque par exemple ou la garde de distance. Maintenant qu'on sait que c'est important la confiance dans la science, y a-t-il un problème de confiance dans la science dans le public? Voilà l'enquête la plus large et la plus importante qui a été menée par rapport à ce sujet. Et en vrai, il y a deux manières d'interpréter les chiffres que vous voyez. Une manière, c'est de se focaliser un peu sur les chiffres en jaune et en bleu clair. C'est des gens qui disent qu'ils n'ont pas trop de confiance dans la science, ou pas du tout même, ou qu'ils ne savent pas. Et ouais, d'ailleurs, je dois dire que cette étude, elle a été menée dans 140 pays, avec un échantillon de 1000 participants dans chaque pays, du coup c'est vraiment énorme. Elle a été menée pour une première fois en 2018 et puis sur un échantillon un peu plus petit mais quand même énorme en 2020. Et on voit qu'il y a autour de 20% des personnes qui ne savent pas ou qui ne font pas vraiment confiance à la science. La deuxième manière d'interpréter ce chiffre, c'est en se focalisant sur les deux chiffres qui sont en bleu plus foncé. Et si vous faites la somme, vous allez voir qu'il y a à peu près 80% des gens qui disent qu'ils font quand même au moins un peu de confiance dans la science. En anglais, some. Et du coup, pour le reste de cette présentation, je vais me focaliser un peu sur expliquer ce phénomène-là, que c'est quand même une partie très large de la population qui disent qu'ils font un peu de confiance au moins à la science. Parce que je pense que c'est un truc ou un phénomène qui n'est pas forcément hyper évident. Pourquoi ou d'où est-ce que cette confiance dans la science, elle vient? Il y a une explication qui nous vient à la tête tout de suite, je pense, à tout le monde, c'est que c'est un effet d'éducation. Et c'est vrai,
d'une manière, parce que dans toutes les études qui sont menées sur le sujet, ça corrèle toujours positivement. Plus qu'on est éduqué, et surtout plus qu'on a eu une éducation scientifique, alors plus qu'on fait confiance dans la science aussi. C'est quand même pas si simple que ça, je pense, parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce que l'éducation a cet effet, si c'est vraiment l'éducation qui a cet effet. Encore une fois, c'est que des données observationnelles. Et je pense que l'explication naturelle qui nous vient, c'est que c'est par la compréhension. L'éducation nous permet de comprendre des travaux scientifiques et du coup, on fait confiance ensuite. Par contre, la science est hyper compliquée. Et même nous, si on regarde des travaux de recherche qui ne sont pas dans notre champ de recherche, alors on a vraiment du mal à juger souvent. Et ça devient d'autant pire si on regarde des chercheurs dans d'autres disciplines. Moi, je ne comprends rien en physique, par exemple. Et je pense que c'est vrai aussi pour le grand public. Il y a énormément de gens qui savent que des antibiotiques, ils tuent les bactéries, mais pas les virus. Mais ça ne veut pas forcément dire que les gens s'en rendent compte de tous les processus biologiques sous-jacents qui mènent à cette conclusion. Du coup, ce qu'on s'est demandé avec mon superviseur et mes collaborateurs, on s'est demandé qu'est-ce qui pourrait exister comme heuristique sur lesquels les gens se basent si justement ils n'ont pas forcément le savoir préalable pour évaluer une information, genre un résultat scientifique, et ils n'ont pas forcément les outils de compréhension non plus. Quels sont les heuristiques sur lesquels ils peuvent se baser pour arriver à la conclusion que la science est quand même un truc qui est, enfin, une entité qui mérite la confiance. Et du coup, le mécanisme qu'on a, enfin, pas vraiment inventé, parce qu'il y a quand même une littérature là-dessus, mais qu'on a testé avec des expérimentations, c'est déduire la compétence de la convergence. Et je vais vous expliquer ça avec un exemple. Du coup, imaginez que vous vivez dans la Grèce antique, et il y a un certain Érastotène qui vous dit que la circonférence de la Terre est de 5014 stades. Votre première réaction, c'est probablement que c'est quelqu'un de fou. Comment est-ce qu'il peut savoir quelque chose comme ça, tellement précis et tellement hallucinant. Mais alors, est-ce que ça change votre évaluation de ce qu'est dit Érastotène s'il y a d'autres savants qui, en partie indépendamment d'Érastotène, vous donnent plus ou moins les mêmes estimations? Alors, si vous partagez nos intuitions, peut-être que non, mais en tout cas, ça c'était nos hypothèses. Si vous ne soupçonnez pas de conspiration, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que les gens conspireraient-ils pour faire croire une telle chose? Alors, vous pouvez en déduire que Érastotène et les autres sont probablement à peu près corrects et sont probablement très compétents. Même si vous n'avez aucune idée de la manière dont ils ont procédé pour arriver à cette conclusion. Du coup, on a mené une première étude sur un échantillon de presque 200 adultes du Royaume-Uni. C'était une étude en ligne, ils étaient recrutés via Prolific, tout était préregistré, il y a aussi les matériaux en ligne, les données et le code. Et ça, c'est l'introduction que nos participants lisaient. Je vais vous la lire. Vous verrez 4 scénarios dans lesquels plusieurs experts prédisent la valeur future d'une action. Vous n'avez aucune idée de la compétence des experts. Il est également possible que certains soient très bons et d'autres très mauvais. Il se trouve que dans tous les scénarios, les prévisions concernant la valeur de l'action doivent se situer entre 1000 et 2000. À part cela, les scénarios n'ont aucun rapport entre eux. Ce sont des experts différents qui prédisent à chaque fois la valeur d'actions différentes. Directement après, les participants voyaient des stimuli comme ça. On a principalement manipulé un facteur qui était du coup la convergence des prédictions de ces experts. Là, vous voyez un exemple d'une prédiction très convergente. Et par convergent, je veux juste dire, les flèches bleues que vous voyez sont plus proches l'un de l'autre, parce qu'ils étaient générés par une distribution normale qui était très étroite, avec un petit écart type. L'autre condition que les participants voyaient,
C'était des flèches bien plus séparées, c'était notre condition divergente. Tout simplement, ces flèches ont été générées, on avait plein de stimuli comme ça, ils étaient samplés de manière random. Et dans cette condition-là, ils étaient générés par une distribution avec un écart-type beaucoup plus large. Voilà les deux conditions. Au total, chaque participant voyait 4 de ce stimuli. Et on a, après chaque stimulus, posé les deux questions. Quelle est, selon vous, la précision des experts? C'est un peu une mauvaise traduction parce qu'on a demandé sur la accuracy en anglais. Du coup, la vérité un peu plus que la précision, si vous voulez. Et la deuxième question portait sur la compétence. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que les experts dans ce scénario sont compétents? Les deux sur des échelles Likert d'un 7, 1 dans le cas de la compétence, pas du tout compétent, 7 extrêmement compétent. Et voilà les résultats. En bleu, vous voyez la distribution des jugements dans la condition convergente. En jaune, la distribution des jugements dans les conditions divergentes. Et vous voyez que bleu, c'est beaucoup plus haut que jaune. C'est-à-dire que les gens pensent, dans les scénarios où les flèches sont très proches l'un de l'autre, que ces experts, ils sont plus proches de la réalité, ils ont plus raison. Et on observe la même chose avec la compétence. Là, sur cette graphique, vous voyez déjà sur l'axe horizontal qu'il y a une autre condition, et je vous explique tout de suite quelle était cette autre condition. Alors, ce que vous venez de voir, c'était une condition d'indépendance. Du coup, à part de cette introduction que je vous ai lisée, ils ont lu aussi cet extrait, la moitié des participants, ça pour le coup, la moitié des participants, vous voyez ça. Les experts sont indépendants les uns des autres et n'ont aucun conflit d'intérêt à prédire la valeur de l'action. Ils ne profitent pas personnellement de quelque manière que ce soit de l'évaluation future de l'action. La moitié des participants a lu ça. C'est les résultats que vous venez de voir. L'autre moitié lisait un autre texte. Les 3 experts ont investi dans l'action spécifique dont ils prédisent la valeur et ils ont intérêt à ce que d'autres personnes croient que l'action sera évaluée à, et puis on a inséré la valeur moyenne entre les 3 flèches. D'ailleurs, on avait aussi une condition avec 10 flèches, mais ce n'est pas si important à l'avenir. Alors, dans cette condition, on voit le même pattern, sauf que l'effet il est moins fort. Du coup, l'évaluation des groupes divergents et convergents, ils sont plus proches l'un de l'autre. Du coup, si vous voulez, on observe une interaction. Toutes ces différences que je vous montre ici, ils sont significatifs, statistiquement. Après, c'est à vous de décider ici. Et on voit, en gros, encore une fois, la même chose par rapport à la compétence. Alors, on voulait répliquer ça dans un scénario un peu différent. Dans ce scénario, les experts, des experts fictifs, ils ont fait des estimations numériques sur une échelle numérique 1000 à 2000. Et nous, on s'est dit que ce serait bien de tester ça aussi dans un autre scénario de choix, un scénario de choix catégoriel. Du coup, c'est très similaire, mais je vais vous le lire quand même. Nous allons vous montrer 3 conseillers financiers qui donnent des recommandations sur des décisions d'investissement, tout pareil, sauf que cette fois-ci, on les a nommés des conseillers. Ils ont le choix entre 3 options d'investissement. Leur tâche consiste à en recommander une. Du coup, ça, c'est toute la différence, en fait, dans la tâche. Votre tâche consistera à évaluer la performance de l'un des conseillers en fonction des réponses de chacun. Du coup, il y avait différents types de stimuli que les participants ont vus après. Leur tâche, c'était toujours d'évaluer la performance de conseiller numéro 1, advisor 1 en bleu. Là. Cet advisor, il pourrait être en minorité. Il pourrait être dans un scénario où il y a un dissensus entre tous les conseillers. Il pourrait faire partie d'une majorité ou il pourrait faire partie d'un consensus. Du coup, cette fois-ci, notre variable convergence, qui avant, on avait juste 2 conditions, convergent, divergent, cette fois-ci, il y a vraiment 4 catégories possibles. Minorité, c'est le plus divergent, et consensus, c'est le plus convergent.
Encore une fois, on a recruté 200 adultes du Royaume-Uni, c'était en ligne et via Prolific. Ok, je dois me dépêcher un peu. Les résultats, vous pouvez ignorer, s'il vous plaît, les couleurs pour un instant et vous voyez que plus qu'on est convergent, plus qu'on avance vers un consensus, alors, encore une fois, plus que les gens pensent que ce conseiller, il a eu raison, en fait. Maintenant, en se focalisant un peu sur les couleurs, si vous imaginez une pente, vous pourrez regarder les moyennes. Si vous imaginez une pente entre les moyennes bleues et une autre pente entre les moyennes en jaune, vous voyez que la pente elle est plus steep pour les moyennes bleues. Et en gros, c'est juste une réplication de ce qu'on trouve avant. L'effet de la convergence est plus important dans les scénarios où les experts, enfin les conseillers, étaient indépendants par rapport dans des scénarios où ils avaient un conflit d'intérêts. Et encore une fois, on trouve exactement la même chose au niveau de compétences. Ouais, on peut en parler après, on n'est même pas certain si après on a vraiment testé deux facteurs très très différents parce que ce n'était pas vraiment des échelles validées, mais bon, c'est pour la discussion peut-être. Il y a deux choses à retenir du coup. La première chose, c'est que les gens croient que les opinions plus convergentes sont, un, plus exactes, et deux, que les déteneurs de l'opinion sont plus compétents. Et l'autre chose, c'est que ces inférences sont plus faibles lorsque les personnes qui font des estimations sont systématiquement biaisées par un conflit d'intérêts. Et je pense que maintenant, il y a certains, au moins parmi vous, qui disent c'est très bien ça, mais où est le lien avec la confiance dans la science? Et c'est juste. Moi, je pense quand même que c'est un scénario qui est certes très abstrait, mais qui n'est pas si loin d'un contexte où les gens font confiance à la science. Parce que les gens n'ont pas forcément des connaissances préalables qui leur permettent d'évaluer une information sur leur propre base de savoir. Et ils n'ont pas forcément les outils qui leur permettent de vraiment comprendre. Du coup, ils sont forcés à se baser sur l'information sociale. Et dans notre expérimentation, évidemment, c'est un cas extrême. Pour vous convaincre éventuellement un peu plus que ça peut être un processus important pour la science. Encore une fois, ce n'est pas du tout une preuve, c'est juste une anecdote plutôt. On a fait une autre étude, rien à voir, mais cette fois-ci sur un échantillon de 1000 personnes en France. Et là, on a demandé aux gens pour plusieurs disciplines scientifiques à quel point vous faites confiance dans les scientifiques dans cette discipline et à quel point est-ce que vous pensez que les scientifiques au sein de ces disciplines, est-ce qu'ils sont consensuels dans leurs opinions, leurs résultats. Et vous voyez, si on compare les différentes disciplines, plus que les gens perçoivent une discipline consensuelle, plus qu'ils ont tendance à faire confiance aussi. Encore une fois, c'est juste des données observationnelles. On trouve la même chose si on regarde entre des disciplines. Du coup, même si on regarde juste la biologie, par exemple, plus que les gens perçoivent la biologie comme consensuelle, plus qu'ils ont tendance à faire confiance. C'est tout. Je remercie mon superviseur, Hugo Mercier, et mon collaborateur sur ce projet, Benoît de Courson, qui est un PhD student à Freiburg, en Allemagne. Merci à vous.